Donc bonjour à tous et à toutes, merci d'être là pour la conférence d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui je voulais moi parler de cybersécurité mais surtout de pédagogie et pas juste de pédagogie, de qu'est-ce qu'on pense qu'il faut faire, c'est quoi les méthodes qu'on utilise, etc. C'est, ce qu'on cherche en fait, c'est qu'est-ce qui permet vraiment d'avoir un impact, de mesurer cet impact et quelle est l'évolution qu'on veut donner aux méthodes pédagogiques. On a beaucoup travaillé là-dessus chez Mailing Black depuis un an et demi. Je voulais juste faire un petit retour en arrière. Voilà, donc ça, en fait, l'année dernière, en janvier 2020, j'avais fait un FIC Talk, c'était à peu près au même endroit. Et ça, c'était la foule qui avait, donc c'est une foule qui est un peu pré-Covid. Mais surtout, de quoi j'avais parlé de data, d'intelligence artificielle. Et la conclusion, c'était que aujourd'hui, on est dans un monde où il y a suffisamment de données sur les personnes et sur les entreprises. Et il y a aussi des algorithmes d'intelligence artificielle pour tirer profit, tirer parti de ces données-là. Tout ça, cet écosystème-là permet aujourd'hui d'avoir des attaques qui sont non seulement massives et personnalisées. Et la solution à ça, c'est que ces attaques, en fait, le problème que ça pose, c'est qu'elles vont être de plus en plus facilement à même de contourner les protections qui sont standards. C'est de plus en plus difficile de bâtir une forteresse qui va arrêter toutes les attaques. Plus elles sont personnalisées, plus c'est difficile. Et donc finalement, la direction qu'on a choisi de prendre, et on commençait à aller dans cette direction à l'époque, c'est de miser sur l'humain et de miser sur la formation. Donc l'humain en cybersécurité, souvent, je ne sais pas si vous connaissez cet acronyme, mais souvent c'est résumé par, ça veut dire Problem exists between keyboard and chair. Donc il y a un problème entre la chaise et le clavier. Donc en fait le problème c'est la personne. Moi je suis directeur produit de Men in Black, donc je travaille sur l'innovation, je travaille dans mon équipe des designers des designers UX, où finalement quand la conclusion c'est que c'est la faute de l'utilisateur, souvent c'est que le produit est mal fait. Donc si c'est impossible pour la personne d'apprendre, c'est qu'on lui apprend peut-être pas de la bonne façon. C'était juste pour introduire un petit peu le sujet. Le constat, on en a parlé, 90% des attaques impliquent une erreur humaine. Comment on fait pour réduire ce pourcentage? En fait, on sait que ça veut dire le facteur, si on joue sur le facteur humain, on va jouer sur 90% des attaques qui réussissent. Donc la solution classique, c'est on va essayer de tout filtrer avant que l'erreur ne puisse être commise. On part du principe que les gens ne sauront pas faire partie de la solution. Et en fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire il faut bien sûr essayer de filtrer au maximum. Il faut mettre des couches de protection technologique, mais surtout, il faut apprendre aux gens à se débrouiller un petit peu. Là, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est après un an et demi passé à essayer de faire ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a appris? Quelques leçons sur notamment les attaques de phishing qui sont celles qui ciblent le plus les personnes. Première leçon, c'est que l'image des attaques de phishing qui arrivent dans la tête des gens quand on en parle, et ça on l'a vérifié dans un nombre d'entretiens, d'échanges avec des utilisateurs considérables, c'est que l'image du phishing ne correspond pas à l'attaque de phishing moderne. Donc l'image du phishing auquel les gens pensent en général, alors je ne sais pas si c'est votre cas, parce que j'ai peut-être je pense avoir affaire à un public un peu plus averti que la moyenne, mais c'est ça, donc ça c'est un mail qui, donc déjà il est en anglais, c'est des mails qui arrivent chez des clients parfois qui sont français, donc pas dans la bonne langue. Il y a des fautes d'orthographe là, synced up au lieu de signed up, là il manque un E. On vous dit que vous allez gagner 1 000 $, on vous met un lien qui est clairement suspect et qui est en clair, qui n'est même pas caché derrière un bouton ou quoi. Ça a été, et c'est un exemple que j'ai tiré celui-ci de WikiHow, donc ça veut dire que c'est comme ça que sont présentés sur des contenus grand public des exemples d'attaques de phishing. Aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe. Ça existe encore ça, mais il y a beaucoup moins de gens qui se font avoir par ça. Une attaque de phishing moderne, ça ressemble plus à ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui utilisent Outlook. Ça, c'est je ne l'ai pas inventé, ça c'est une page de phishing qu'on a vue, où on a des clients qui se sont fait avoir et qu'ensuite on a utilisé nous dans nos formations. Alors, comment on repère que ça c'est une page de phishing? À partir de cette image, c'est un petit peu difficile. Là, si on était dans un navigateur, vous pourriez voir que l'URL n'est pas celle de Microsoft, mais elle en est quand même relativement proche. Si vous connaissez très bien l'interface de login, vous verriez que on ne vous demande pas le champ email et mot de passe sur la même page, mais on vous demande d'abord votre login et ensuite votre mot de passe sur une deuxième page. Mais à part ça, la charte graphique est identique, tout est identique. Et quand vous montrez cette page aux gens, il y en a un nombre considérable de personnes qui se font avoir, et ça je vais revenir dessus. Donc ça c'est la première leçon. La deuxième leçon c'est
On peut être surpris par qui se trompe. C'est-à-dire moi, en commençant à bosser sur cette thématique, eh ben, je pensais avoir une idée de, ok, les gens qui se trompent, c'est des gens qui vont avoir tel profil, qui vont faire tel métier, qui vont avoir tel âge, et j'ai appris des choses qui m'ont un petit peu surprise. Déjà en termes de volume, je vous parlais de la page. Quand on arrive sur cette page, il y a 70% des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont sur la mauvaise et qui vont rentrer leur mot de passe. L'email qu'il y a avant cette page va tromper 30% des gens. C'est-à-dire que si on envoie un faux email qui reprend la charte graphique d'Outlook sur une entreprise, on n'a pas des quelques personnes qui cliquent, on a des centaines, on peut avoir des milliers de personnes qui vont cliquer et on peut récupérer la même quantité de mots de passe. Ça, c'est des choses qu'on a faites, qu'on a vérifiées. C'est-à-dire le volume du problème, c'est vraiment quelque chose qu'il faut traiter dans la masse et pas juste sur quelques personnes qui sont vulnérables. La deuxième, c'est les critères qu'on a été amené à remettre en question. Donc le premier truc qu'on s'était dit, c'est bon, quelqu'un de technique, quelqu'un qui bosse, un développeur, quelqu'un qui bosse dans la sécurité va moins se faire avoir. On a pu constater que ce n'était pas le cas. Les pourcentages sont similaires. Peut-être pas toujours sur les mêmes attaques, mais c'est vraiment pas quelque chose qui se vérifie. Deuxième préconception qu'on avait et qu'on retrouve souvent, c'est que c'est lié à l'âge des personnes. Les gens plus jeunes, plus habitués aux outils informatiques, etc., vont moins se faire avoir. C'est pas vrai non plus. Je prétends pas connaître toutes les raisons. C'est peut-être une question de... je ne prétends pas connaître les raisons, je livre juste les conclusions et ce que les données nous ont appris. Mais c'est quelque chose qui est faux. Le niveau d'éducation, on pense, est-ce que les gens qui ont un diplôme plus élevé vont avoir tendance à moins se faire avoir? C'est pas vrai non plus. Est-ce que les gens ont eu une formation à la cyber? Donc là, je pense que vous attendez à ce que je dise oui. En fait, la réponse, et ça c'était peut-être le plus intéressant, c'est que ça dépend. Ça dépend beaucoup de quelle formation ils ont eu et ça dépend aussi de quand est-ce qu'ils l'ont eu. Et ça, je vais en reparler parce que l'efficacité c'est pas quelque chose qu'on apprend une fois et qu'ensuite on retient toute sa vie. Et je suis sûr que si je vous posais là des questions sur des trucs que vous avez appris au lycée, en maths sur n'importe quel sujet, la plupart, ceux que vous avez jamais utilisés depuis, vous les aurez complètement oubliés. Par contre, ceux que vous avez revus régulièrement ou dont vous servez dans votre métier au quotidien, là, vous allez vous en souvenir. Donc c'est la récurrence et la fréquence qui va permettre de faire rentrer l'information dans la mémoire à long terme. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut adapter les méthodes de formation. Il faut les adapter parce qu'il faut les généraliser, il faut que ça concerne tout le monde parce qu'on est sur des volumes énormes. Il faut les adapter aux personnes, il faut les adapter au type d'attaque. Tout ça, il y a énormément de retard là-dessus, même si il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entreprises, on n'est pas les seuls à essayer de rattraper ce retard-là et à proposer des choses nouvelles. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, ce qu'on a vu qui était très important, c'était de comprendre le profil psychologique des personnes. Donc on a travaillé avec des chercheurs en neurosciences là-dessus. Quels sont les traits de personnalité qui font que quelqu'un va être plus vulnérable, plus susceptible de cliquer sur une attaque de phishing? On a vu que l'anxiété, par exemple, le stress, la confiance en soi, la prudence, l'appétence au risque, tout ça, c'est des choses qui font que quelqu'un va avoir tendance à plutôt vérifier tout ce qu'il fait ou pas, plutôt aller vite ou plutôt aller doucement, et c'est ça qui va faire la différence. Ensuite, sur les méthodes de formation, si on connaît les habitudes en ligne des personnes, on peut leur proposer des contenus adaptés. Moi, personnellement, il y a beaucoup de formations qui sont basées sur la vidéo. Personnellement, je consomme très peu de vidéos en ligne. Moi, je consomme beaucoup de textes. Donc, si vous voulez m'atteindre, moi, il vaut mieux me proposer des contenus textuels ou visuels, mais pas forcément des vidéos. Des contenus interactifs, ça marche très bien, mais encore une fois, pas sur toutes les personnes. Là, ça va dépendre des métiers, de l'âge, d'un tas de choses. Et enfin, si on connaît le contexte professionnel des personnes, c'est-à-dire dans quelle entreprise ils travaillent, quels outils ils utilisent, quel métier ils ont, quelles responsabilités ils ont, parce que les attaques ne vont pas être les mêmes selon les responsabilités des personnes, quels documents ils manipulent. Si quelqu'un a la compta, cette personne va subir des attaques qui vont viser à lui faire libérer des documents financiers ou à lui faire payer des factures à la mauvaise personne. Si quelqu'un est un manager ou un chef d'entreprise, ça va être d'autres types. Si quelqu'un est dans l'informatique, ça peut être à des fins plutôt de soutirer de la propriété intellectuelle. Et ça va être des méthodes, des formats différents, et donc des formations forcément des contenus de formation qui vont devoir être différents.
Je vais vous parler très rapidement, parce que le but aujourd'hui, c'est pas de présenter notre produit, mais j'ai parlé de récurrence. Nous, on fait des formations qui sont beaucoup basées sur de la simulation de phishing. Donc, on envoie des emails de phishing à des gens qui vont cliquer sur l'email s'ils ne le repèrent pas. Ensuite, ils vont arriver sur une page comme celle que j'ai montrée, rentrer un mot de passe, c'est un exemple. Derrière, on va leur donner un contenu de formation. Voilà, donc email, page, paf, ils ont tout de suite un contenu, parce qu'au moment où ils sont surpris, ils s'attendent à se loguer sur quelque chose et à la place, ils ont un contenu qu'on va essayer d'adapter aux populations selon le format, selon les responsabilités, etc. Mais surtout, le cœur de cette méthode-là, c'est que ça va se produire plusieurs fois. C'est la récurrence, c'est-à-dire, nous, on a constaté que des entreprises où il y avait eu une formation à la cybersécurité ou une formation au phishing 6 mois, 1 an avant, avaient quasiment indiscernable de celles qui n'en avaient jamais eu parce que l'impact à long terme était négligeable. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans notamment l'apprentissage des langues, c'est les courbes de mémorisation, pardon. Donc voilà, je vous apprends quelque chose, vous suivez un cours, et immédiatement après, donc ça c'est le temps, donc immédiatement après, vous avez retenu peut-être 100% de ce qu'il fallait retenir. Et ensuite, dans le temps, ça va descendre. Si vous n'avez jamais de rappel, ça va descendre jusque très très bas. Vous allez oublier la plupart des informations. Si au bout d'un certain temps, je vous fais un petit rappel, beaucoup plus court, vous remontez sur une courbe qui, vous voyez, descend moins vite. Et si ensuite je vous fais sur un deuxième, vous vous rapprochez petit à petit d'une courbe qui est de plus en plus plane. Et pourquoi? Parce que c'est la répétition qui font, et ça encore, c'est la science de la pédagogie, c'est la science de l'apprentissage qui nous l'apprend. C'est la répétition qui fait que les informations rentrent dans votre mémoire à long terme. Et c'est pour ça que un des choix les plus structurants qu'on ait fait, c'était de baser notre pédagogie sur la répétition. Voilà. Et alors un dernier truc que je voulais vous montrer, là on va finir là-dessus, mais les différents types d'attaques qu'on a pu rencontrer et que nous on a l'occasion de réutiliser dans notre produit vont s'adapter à différents contextes professionnels. Donc le truc qui marche sur un petit peu tout le monde, c'est une page de login. Là, ça, c'est la page qui va avec c'est pas la page, pardon, c'est l'email qui va avec la page que je vous ai montrée tout à l'heure d'Outlook, qui vous dit votre compte, votre mot de passe arrive à sa date de péremption. Si vous ne le mettez pas à jour, vous allez perdre l'accès à votre compte, donc vous avez un petit sentiment d'urgence. C'est un message vous savez que c'est des choses qui peuvent arriver et donc vous allez vous connecter. Et le petit sentiment d'urgence, c'est que vous n'allez pas faire attention. Mais sur ça marche très bien en entreprise. Après, sur des particuliers, ça va plutôt être, vous avez un remboursement, vous avez des choses financières qui vont essayer de vous soutirer des petites sommes d'argent, un colis. Et dans un contexte professionnel, ensuite, on vous convoque à une réunion, on vous demande de vous loguer un nouvel outil, et là, on espère que vous allez utiliser sur ce nouvel outil le même mot de passe que vous avez sur tous vos outils, ce qui malheureusement arrive encore beaucoup trop souvent et qu'on peut encore une fois vérifier nous en pratique. Ça, c'est juste un petit peu, et donc ça, on peut parler un petit peu pendant très longtemps des différents types d'attaques, et ça, n'hésitez pas à venir me voir sur le salon si jamais vous voulez discuter un petit peu de ça. C'est moins le cœur de la présentation aujourd'hui. On est donc Mail in Black et au pavillon Exatrust qui est pas très loin de l'entrée. On peut vous parler donc là le produit dont j'ai parlé aujourd'hui, il s'appelle Phishing Coach. On l'a lancé cette année. On travaille dans la sécurité de l'email depuis de nombreuses années. Donc on peut vous montrer des démonstrations et on a aussi mis ici des brochures pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez des questions après cette conférence-là, ou pour moi ou pour mes collègues, et on sera ravis de vous accueillir. Et c'est tout. Voilà, merci. Si quelqu'un a une question là tout de suite, oui, vous pouvez applaudir, bien sûr. On peut en faire profiter tout le monde. Allez-y, hein. Mail in Black, depuis 15 ans, basé à Marseille. Oui, Marseille, oui. Plus de 15 ans maintenant. Plus de 15 ans même. À force de dire que ça fait 15 ans, ça c'est ça, ouais, 16, quoi. En tout cas, c'est une référence, bien sûr, en matière de cybersécurité. Quelqu'un a une question? Pas de question.